parler. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Denis Jamet. Vous êtes, Denis Jamet, Marin des Prés, et Monsieur Cohan. Vous allez venir tout de suite sur le plateau. Je vous remercie. Voilà. C'est parfait comme ça. Alors Denis Jamet, on vous connaît bien déjà. Vous êtes exploitant agricole spécialisé en grande culture dans la Champagne berrichonne, à Soye-en-Septenne, j'espère que je prononce bien, dans le Cher, et vous êtes également administrateur de l'AGPB. À vos côtés, on retrouve Monsieur Jean-Pierre Cohan. Vous êtes chef du service adaptation des cultures aux agroclimats, génétique et phénotypage chez Arvalis. Et puis nous avons la chance d'accueillir également aujourd'hui Marin des Prés. Vous êtes directeur de la stratégie du groupe Florimond des Prés. Alors on débute tout de suite cette table ronde avec vous, Denis Jamet. Je vais vous demander de prendre le micro tout de suite. Avant d'aborder les impacts climatiques qu'il y a eu sur vos exploitations, est-ce que vous pouvez nous la présenter, à savoir le contexte pédoclimatique et quel assolement chez vous? Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis agriculteur dans le Cher, en Champagne-Berrichonne, sur une exploitation assez classique de notre région, à savoir sur un plateau argilo-calcaire moyen à superficiel, ce qui sous-entend une réserve utile assez modérée. Et voilà, non irrigué. Sinon, l'assolement, on peut dire qu'il y a eu 3 phases dans l'assolement de l'exploitation. On va dire jusque dans les années 2010, un assolement, on va dire, emblématique de la région, à savoir colza, blé et orge, jusqu'en 2010 à peu près. À partir de cette époque, on a été confronté à 2 choses, c'est-à-dire une difficulté de cultiver le colza, et ça on y reviendra après avec déjà un premier incident climatique, et également des soucis agronomiques liés à un assolement très réduit. Donc, à partir de 2010, j'ai augmenté le nombre de cultures sur mon exploitation pour arriver progressivement à une douzaine, en introduisant des pois protéagineux, des pois chiches, des lentilles vertes, des lentilles corail, du lin, du quinoa. Donc, en arrivant donc à une douzaine de cultures, en essayant de les valoriser au mieux, ce qui m'a aussi poussé, ça on y reviendra par la suite, à me faire certifier en HVE. Et depuis, donc ça c'était la 2e phase, et la 3e phase, confronté aux soucis climatiques, j'ai été quand même contraint de réduire cet assolement, avec des difficultés, on y reviendra, hein, sur les pois protéagineux liés au bouleversement climatique. Donc la 3e phase, ça a été de réduire, je dis réduire hélas, mon assolement pour revenir à un assolement un peu plus restreint. Alors ça a été quoi justement? On rentre dans le vif du sujet, ça a été quoi ces aléas climatiques plus précisément? Alors, on y reviendra plus en détail, mais je peux en citer 4. Hein. Premièrement, on va le faire dans la chronologie. Premièrement, une quasi-absence de précipitations, on va dire du 5 août au 15 septembre. Donc, grosse difficulté pour implanter du colza. Alors là, j'avais 2 solutions. Soit on repoussait l'implantation du colza à fin septembre quand l'eau revient. Mais là, gros souci de bioagresseurs, hein, très classique et très connu sur les altises, qui amoindrit la culture. Donc ça, c'était un petit peu une impasse liée à ce problème de grosse altise. Ou anticiper, c'est ce que l'on fait tous, semer le colza fin juillet, début août, pour profiter un petit peu de la fraîcheur du sol post-récolte, c'est important, et souvent des passages pluvieux orageux en fin juillet. Donc on implante le colza très tôt, puisqu'on n'a pas de souci, on n'a pas de solution pour les bioagresseurs, donc on a décalé avec, donc ça nous permet de se décaler par rapport à cette absence de pluie. Mais là, on a aussi un souci, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'élongation du colza. Et ça, on a besoin d'une génétique qui nous aide à passer l'hiver. Ça, on le voit cette année, là, c'est tellement emblématique de ce problème. Hein. Donc voilà, et ça, c'est aussi une demande génétique. Si on ne peut pas contrecarrer les bioagresseurs, il nous faut des colzas qui n'allongent pas. Ça, c'est un premier souci climatique. Deuxième souci, entre guillemets, c'est une douceur automnale et hivernale. Ce qui fait qu'il y a une croissance des plantes permanente, une grande plage où les bioagresseurs peuvent intervenir, les pucerons,
On est au moins 3 mois où les pucerons peuvent intervenir, plus une végétation qui n'arrête presque pas, et un nouveau souci climatique, c'est le gel au mois d'avril. Ça, on découvre un petit peu ça. Et donc, plus la plante est sensible à ce gel, plus les dégâts peuvent être très importants. Voilà. Et ça, vous n'aviez jamais connu ça. Alors, vous en avez un Eh cas. ben, la douceur, il y avait souvent un repos hivernal, hein. Et là, l'automne très doux, l'hiver très doux, on a des plantes qui poussent tout le temps. Et le colza, il peut être en fleurs très tôt. Les céréales très développées. Et le gel, ce qui est assez nouveau, c'est des gels autour du 15 avril chez nous. Ou alors on ne les remarquait pas, hein. On parle des bouleversements climatiques. Des fois, il y a des choses qui existaient et qu'on ne remarque pas. Mais là, le gel peut être très, très dommageable. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, ce qui était aussi très important pour moi, c'est l'extrême chaleur au mois de mai. Et ça, on va en reparler, c'est surtout pour ce que j'ai arrêté, hein, finalement, les pois, les lentilles, si en pleine fleur, on a un pic de chaleur au-dessus de 30 degrés, toutes les fleurs coulent, et on a beau avoir une superbe végétation, des champs magnifiques, et à la fin, on a des récoltes très faibles parce que les fleurs ne supportent pas une chaleur excessive. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant. Donc, coup de chaud sur les fleurs, ça, c'est très important. Et puis après, un dernier point climatique, c'est le stress hydrique sur le blé en fin de cycle. Stress hydrique et coup de chaleur. Donc, voilà 4 exemples qu'on va détailler après, qui ont vraiment, vraiment affecté mon exploitation. Et tout ça, c'est nouveau. Ces aléas climatiques dans un temps aussi court aussi, tout ça, c'est nouveau. Oui, alors, les 4 points que j'ai cités, c'est vraiment ces 5 dernières années où le colza, c'était très clair, le réchauffement, le coup de gel au mois d'avril, enfin. Et puis le fait, je faisais des pois jusqu'il y a 3-4 ans et des lentilles, et j'ai quasi arrêté parce que la prise de risque est trop importante. La probabilité d'avoir plus de 30 degrés au mois de mai devient trop importante, avec des plantes qui ne sont absolument pas préparées, pas résilientes pour avoir un coup de chaud à cette époque. Alors avant de poursuivre avec vous, messieurs, sur le plateau, je vous propose d'écouter d'autres courts témoignages d'agriculteurs ailleurs en France. On va voir qu'ils ont subi, eux, d'autres aléas ou des aléas similaires. On va entendre François Arnoux, il est agriculteur dans le sud Vendée. On entendra également Nadège Petit, elle est agricultrice dans le sud de l'Eure. On les écoute tout de suite. Bonjour, François Arnoux, agriculteur dans le sud Vendée, en grande culture, dans la plaine et dans le marais. Depuis quelques années, évidemment, on observe l'évolution du climat. Par exemple, on a des hivers de plus en plus doux avec très peu de froid. Et ça nous impose notamment de retarder soit les dates de semis, soit d'utiliser des variétés plus précoces. Et donc, j'attends beaucoup de la génétique pour avoir des variétés qui soient plus tardives à montaison, qui soient vraiment calées sur la longueur du jour et puis qui finissent rapidement, par exemple. On a aussi besoin de variétés qui soient tolérantes, notamment aux maladies du pied, par exemple le pied inverse. Il y a déjà eu beaucoup d'évolutions, mais il en faudrait encore plus de variétés tolérantes parce qu'on a ces hivers doux qui sont donc sensibles aux maladies. Et puis, on a aussi mesuré en 2022 la sécheresse et puis on la mesure aussi de façon récurrente. Eh bien, on peut espérer d'avoir des variétés également avec des systèmes racinaires bien développés, avec des puissances de systèmes racinaires qui soient plus conséquentes que de ce qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, par rapport à ces adaptations, on a vraiment besoin de variétés, on compte beaucoup sur la génétique et de variétés adaptées à tous ces changements. Voilà. Bonjour, je suis Nadège, je suis agricultrice dans le sud de l'Eure et je suis installée avec mon mari sur une ferme de grande culture. On est installé depuis 5 ans, donc difficile d'avoir un recul par rapport aux effets du changement climatique. Cependant, nous avons eu des événements climatiques ces dernières années, comme le gel tardif, les sécheresses, les fortes chaleurs. On sait qu'on est la jeune génération d'agriculteurs qui devront faire face à ces défis. Les défis climatiques, le carbone, la protection de la biodiversité, garder notre souveraineté alimentaire. J'ai cependant quelques questions par rapport aux clés que nous aurons en main. Pour pouvoir nous adapter, est-ce que nous aurons des variétés résilientes? Est-ce que nous aurons toujours des disponibilités en eau comme l'irrigation? Et comment ferons-nous face aux bioagresseurs avec des solutions qui diminuent d'année en année?
va répondre à ces agriculteurs. Mais avant de leur répondre, Jean-Pierre Cohan, vous êtes chef du service adaptation des cultures aux agroclimats chez Arvalis. On parlera génétique, mais de tout temps, on le sait, les agriculteurs font face aux contraintes. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces aléas climatiques, depuis 5 ans? Est-ce qu'on peut mieux les caractériser? Alors, oui, c'est bon, ça marche. Ok, bonjour. Et Tout près de votre menton. ça marche, merci. Donc oui, tout d'abord, bonjour et merci à CEMAE et à la GPB de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Alors, vous avez raison, les aléas climatiques représentent le quotidien des exploitants agricoles depuis des décennies. Ce qui change avec le changement climatique, c'est que ces aléas deviennent plus fréquents et plus intenses. Donc, par définition, un aléa est un événement non prévisible, bien entendu, mais leur fréquence et leur intensité est telle actuellement que ça devient non pas le quotidien classique des exploitations agricoles, mais un nouveau problème à gérer. Alors si ce n'est pas au quotidien, c'est à l'année, au mois? Ce sont des aléas. Donc, comme l'a dit monsieur Jamet, ils peuvent s'enchaîner tout au long de la campagne, avec évidemment un certain nombre de constantes qui apparaissent en termes de probabilité d'occurrence, mais il y a toujours une part d'incertitude sur un événement extrême qui arriverait une année et qui sortirait totalement du cadre classique de la gestion des cultures et pour lequel il faut développer des stratégies d'adaptation. Alors justement, comment on fait face à ces dérèglements climatiques? On a vu tout à l'heure que M. Jamet cherchait une solution dans chaque cas. Qui dit nouveau type d'aléa dit nouveaux outils? Alors, il faut bien avoir en tête que le changement climatique a 2 conséquences sur les exploitations agricoles. La première, qui est connue du plus grand nombre, c'est l'évolution progressive d'un certain nombre de paramètres climatiques, la température, qui augmente bien entendu, les événements pluvieux qui, dans la plupart des zones françaises, ne vont pas diminuer en cumul sur l'année, mais vont se concentrer sur un certain nombre de périodes, avec une grosse tendance à des printemps et des étés surtout plus secs, et des automnes-hivers plus pluvieux. Donc ça, c'est l'évolution générale. Et ensuite, on rajoute la couche des aléas climatiques extrêmes qui arrivent. Dans les 2 cas, les stratégies d'adaptation doivent intégrer de multiples leviers, dont la génétique, mais pas uniquement la génétique, parce que même si c'est un levier puissant et dont on va longuement parler pendant la matinée, il ne pourra pas à lui tout seul apporter toutes les solutions. Il faut qu'il soit combiné avec un ensemble de leviers à toutes les échelles, à l'échelle des parcelles, en termes de réaction aux aléas qui peuvent arriver d'une année sur l'autre et en termes de choix d'implantation, à l'échelle de l'exploitation agricole, si on raisonne au niveau des assolements, de la succession des cultures et de la résilience du système dans sa globalité, mais aussi à l'échelle territoriale et des filières, parce que tous les maillons de la filière sont déjà impactés et le seront de plus en plus, donc il y a aussi un certain nombre de leviers de réponse globale à une plus grande échelle. Donc la génétique, un levier parmi d'autres. On va poursuivre avec vous, Monsieur Després. On entend quand même que la génétique est très attendue. Alors Marin Després, vous êtes directeur de la stratégie du groupe Florimond Després, spécialiste de la sélection et de l'amélioration génétique. On l'a entendu, je le répète, les semenciers sont très attendus aujourd'hui par les agriculteurs. Alors face au changement climatique, la création variétale, je vous repose la même question que Monsieur Cohan, est-elle l'outil le plus pertinent, voire miracle, pour y répondre? Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, c'est un outil parmi d'autres. Et il y a, pour reprendre le terme miracle, il n'y a pas de variété miracle. Il y a des variétés qui sont adaptées à des terroirs, à des itinéraires techniques, aux spécificités de chaque ferme, et elles évoluent. Mais pour reprendre le chiffre que citait Thierry tout à l'heure, on a constaté une augmentation du rendement moyen en France du blé de plus de 1 quintal par an pendant 50 ans, et ça plafonne depuis 20 ans, mais ça plafonne dans un contexte d'accélération du dérèglement climatique, d'une diminution de l'usage des engrais et aussi de la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc en fait, face à tous ces événements contraires, la génétique a permis le maintien des rendements. Donc il n'y a pas de variété miracle, mais c'est effectivement un levier qui a fait ses preuves, comme on le voit dans les chiffres de rendement moyen, et qui a encore du potentiel.
qu'il faut exploiter. Et qui s'est adapté. Alors, vous avez entendu plusieurs situations dans la vidéo. On va tenter de leur répondre. On va commencer avec le Vendéen. François Arnoux, que nous avons entendu il y a quelques minutes. J'attends de la génétique des variétés qui soient plus tardives à la montaison et calées sur la longueur du jour et qui finissent rapidement. Est-ce que ça existe déjà ou c'est en cours de réflexion ? Alors, ça existe déjà, mais c'est peut-être pas suffisamment utilisé. En fait, il y a deux grandes familles de variétés. Il y a les variétés thermosensibles et les variétés photosensibles. Et je pense que le cas auquel il fait référence, c'est quand il y a un coup de froid sur un stade épi 1 cm, et où en fait la variété est arrivée trop tôt à ce stade, parce que c'est une variété thermosensible qui s'est fait avoir par l'hiver doux. Elle arrive à ce stade et il y a de nouveau un coup de froid qui vient l'impacter et donc nuire au potentiel de rendement et à la conduite de la culture. Et il faut réussir à orienter la génétique davantage vers des variétés photosensibles qui, elles, vont pas se faire avoir, qui vont attendre que le jour soit suffisamment long pour atteindre ce stade. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà et je pense qu'il y a une grande part de la génétique aujourd'hui qui est trop thermosensible et il faut réussir à rediriger les poules génétiques vers des variétés plus photosensibles. Alors, autre situation entendue chez François Arnoux, la tolérance aux maladies du pied. Est-ce qu'il existe-t-il là aussi une variété qui peut y répondre ? Alors non, il n'y a pas une variété qui répond à toutes ces questions parce qu'il y a différentes choses qui se cachent derrière les maladies du pied, évidemment. Il y a le pied inverse, qui est une première maladie pour laquelle il y a un gène qui est bien documenté, qui est le gène PCH1, qui donne aux variétés différents niveaux de tolérance, et c'est un gène qui n'est pas encore contourné. Donc c'est plutôt un bon résultat de la sélection génétique. Mais il y a d'autres maladies comme le piétin échaudage, par exemple, où il n'y a pas de tolérance avérée à cette maladie, et c'est un sujet sur lequel on travaille effectivement pour que les variétés soient encore plus rustiques face aux maladies du pied, pas seulement le pied inverse, mais aussi le piétin échaudage. Alors, on verra d'autres cas d'usage, mais vous l'avez bien dit, la génétique, c'est un des leviers parmi d'autres. Denis Jamet, alors on revient sur votre exploitation dans le Cher. Comment vous avez, souhaité faire face aux aléas climatiques ? Comment vous vous débrouillez face à tous ces changements ? Ce qui est sûr, c'est que les leviers sont multiples. Il y a des leviers techniques. Je parlais du colza tout à l'heure. Un des principaux leviers, c'est de surtout ne pas assécher le sol. Il y a déjà très peu de réserves hydriques. Il ne faut surtout pas assécher le sol. Et dans ces cas-là, c'est une technique. On implante en semi-direct ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un levier technique. Ça nous a contraints à revoir notre modèle agroéconomique un petit peu. C'est-à-dire être prête à, entre guillemets, je peux employer le terme, sacrifier certaines cultures. J'ai parlé, par exemple, sur ma ferme des lentilles, des pois. Et donc ça, malgré un vrai intérêt agronomique, j'ai été obligé de réduire, voire de supprimer certaines cultures. Et ça nous pousse aussi à être très curieux. Historiquement, dans nos groupes de réflexion, on travaille sur des groupes sur une petite région donnée. Et il y a une certaine émulation entre nous. Et là, le réchauffement ou la modification climatique nous pousse à aller étudier ce qui se fait pour moi beaucoup plus au sud. En fait, ma ferme, c'est un petit peu celle qui est ou qui était 150 km au sud de chez moi. Donc, essayer de trouver des techniques ou des variétés utilisées dans une région un peu plus au sud. Donc, ça demande une nouvelle gymnastique d'esprit. Entre guillemets, pas discuter avec son voisin immédiat, mais discuter avec un voisin qui est situé à 150 km au sud de chez moi. Et donc voir ses pratiques culturelles, voir son assolement, voir comment lui, il fonctionne sur sa zone à l'instant T. Ça, c'est un des points. Et effectivement, travailler sur l'assolement en sacrifiant un petit peu certaines choses qui peuvent être utiles agronomiquement, mais qui, hélas, d'une façon climatique, ne supportent plus certains aléas. Et puis après, au sein de chaque famille, trouver la variété qui correspond le mieux à sa région en termes de montaison, en termes de précocité. Alors justement, en matière de génétique, quelles sont les voies qui vous semblent indispensables à explorer, on va dire, pour la suite ?
Je parlais du colza, hein, donc deux solutions. Si on sème très tard, des variétés vraiment qui puissent absorber des bioagresseurs, les gros saltises par exemple. Ça, c'est une attente génétique. Et à contrario, si on sème très tôt des variétés qui supporteront un hiver, des variétés qui ne s'allongent pas ou qui, si elles s'allongent, passeront l'hiver. Des variétés qui ne seront pas à un stade trop sensible mi-avril, quand de nouveau, après un hiver très doux, le risque de gel revient. Donc ça, c'est de la génétique, hein, c'est le cumul, parce que tout est lié à un cumul de température, que le cumul de température fasse que la plante ne soit pas à un stade sensible. Voilà. Et puis après, en termes de génétique, nous, on n'a déjà pas une grande profondeur de sol. Il faut absolument que toutes les plantes puissent explorer tout le profil où elle peut puiser des oligo-éléments, où elle peut puiser de l'eau. Et donc ça, un système racinaire qui soit vraiment exploratoire. Et puis on voit bien aussi que certaines plantes, là c'est un peu plus technique, en C4 comme le maïs, supportent un peu plus de chaleur que nos plantes plus classiques en C3 qui, elles, sont beaucoup plus sensibles. Donc il y a quand même beaucoup d'attentes. Alors Jean-Pierre Cohan, renforcer les systèmes racinaires bien développés, est-ce que ça c'est à l'étude justement? Alors oui, à partir du moment où vous allez avoir une multiplicité de stress qui repose sur une difficulté d'accession à des ressources dans le sol, développer des systèmes racinaires beaucoup plus performants, que ce soit en termes de vitesse de croissance ou en capacité de colonisation du profil de sol, est une voie majeure d'amélioration. Amélioration génétique, bien entendu, au niveau des variétés, mais aussi, comme le disait M. Jamet, dans tous les autres aspects de l'itinéraire culturel pour favoriser un enracinement, soigner l'implantation, etc., etc. Donc oui, très clairement, oui, c'est une piste. Alors on l'entend en tout cas avec vous tous, hein, multiples solutions, multiples leviers, ça c'est une bonne nouvelle, ça crée aussi de la complexité, on le sait. Comment on fait ces choix? Alors déjà, on fait les choix en adaptant des stratégies à chaque situation. Autant la variété miracle n'existe pas, le cocktail de solutions qui serait adapté à toutes les exploitations agricoles n'existe pas non plus. Le travail de tous les organismes de recherche appliquée, de développement, d'accompagnement et de fourniture de solutions aux agriculteurs est d'identifier, on pourrait dire, le catalogue de solutions et le mode d'emploi pour les combiner dans chaque condition particulière. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. C'est-à-dire que les producteurs ont toujours adapté leur exploitation aux contraintes. C'est l'essence même du travail d'un agriculteur. Dans le contexte du changement climatique, ils vont être encore plus poussés à le faire, déjà sous la contrainte climatique, mais aussi avec, et c'est là le bon côté de la chose, une multiplicité de leviers d'innovation technologique qui sont à leur disposition. Alors parmi les leviers, on reste sur la génétique, on dit souvent que c'était mieux avant. Est-ce que ça se vérifie en génétique? Est-ce que ça paraît pertinent d'aller chercher, par exemple, des semences, Monsieur Cohan, d'il y a 20, voire 30 ans? Est-ce que ce serait mieux adapté aux aléas climatiques? On peut être tenté. Alors oui, c'est une question importante à traiter parce qu'elle n'est pas si évidente que cela. Toutes les études qui ont été menées jusqu'à maintenant par différents instituts de recherche, qu'ils soient professionnels ou publics, tendent à montrer une chose. C'est-à-dire que nous avons un progrès génétique, à savoir des performances des variétés de maintenant meilleures que les performances des variétés d'avant sur énormément de critères. On parle souvent du rendement, mais on peut aussi citer des critères qualité, des organes récoltés. On peut aussi citer la tolérance à différents bioagresseurs. Donc ce progrès génétique-là, il a été mesuré, il est constant, et c'est grâce à ça, comme le disait M. Després, qu'on arrive à contenir l'adversité climatique pour que les rendements ne chutent pas. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est importante à avoir en tête dans ce type d'études, c'est que de multiples études ont mis en évidence que ce progrès génétique était visible dans de nombreuses situations de culture, y compris dans des situations stressées. Donc stressées d'un point de vue bioagresseur,
mais aussi stressés d'un point de vue abiotique, stress hydrique, stress azoté, etc. Donc ça, c'est important à avoir en tête, à savoir que si le progrès génétique est visible, quelles que soient les situations, ça veut dire que pour faire face à des situations de plus en plus stressantes, il vaut mieux parier sur la génétique récente que sur la génétique ancienne. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'aller chercher des ressources génétiques dans des variétés anciennes est une mauvaise chose, parce qu'il y a toujours un intérêt. Mais il y a une différence entre aller chercher des ressources génétiques dans les variétés anciennes ou en exploiter une ou deux pour des critères bien particuliers, dans des créneaux bien particuliers, et dire que les variétés d'il y a 20-30 ans sont plus robustes vis-à-vis des aléas climatiques. Les données scientifiques nous prouvent le contraire. Elle ne le prouve pas. Alors, une autre question pour vous, Monsieur Cohan, est-ce que les variétés les plus productives vont être celles qui seront, disons, les moins capables face au stress? Est-ce qu'il y a un lien de corrélation? Je vais encore faire appel aux mêmes études. À partir du moment où on démontre que le progrès génétique existe, quel que soit le niveau de stress, ça veut dire que les variétés les plus productives font partie des variétés qui résistent le mieux à un cocktail, on va dire, de stress. À la limite, ce n'est pas étonnant, parce que la variable rendement est une variable extrêmement intégratrice de la tolérance globale à un cocktail de stress. Bien entendu, au sein d'une même génération de variétés, vous allez avoir une variabilité. Quand on inscrit une génération de variétés au catalogue français, vous en avez toujours qui sont plus productifs que les autres. Mais quand vous regardez la moyenne d'une génération par rapport à la moyenne des générations d'avant, on s'aperçoit que plus on progresse en rendement, plus on est capable d'apprécier, plutôt d'être résilient vis-à-vis d'un cocktail de stress. Derrière ce message général, bien entendu, comme je vous le disais, il faut adapter des stratégies à chaque situation des exploitations agricoles, et il ne faut pas regarder que la productivité, il faut regarder toutes les autres caractéristiques qu'il y a derrière dans un tableau de caractérisation variétale pour adapter la stratégie, et notamment en termes de tolérance aux cocktails de bioagresseurs et à un certain nombre de caractéristiques écophysiologiques primordiales pour adapter les exploitations et les parcelles au changement climatique, et notamment, on en a beaucoup parlé, la tolérance à un certain nombre de stress et aussi la précocité pour pouvoir adapter les cycles de culture aux périodes de stress qui bougent sans cesse. Denis Jamet, vous souhaitiez réagir? C'était mieux avant, et Oui. ce qu'il faut, c'est aussi peut-être exploiter ce qui est mieux ailleurs. Et il y a peut-être à trouver dans des pays qui sont déjà bien soumis au stress climatique des choses qui pourraient être dupliquées, qui pourraient être utilisées chez nous. C'était le mieux avant, mieux ailleurs. Peut-être c'était juste le petit. Alors, on l'a bien compris, ce n'était pas forcément mieux avant, hein, par contre. Alors, Marin-Després, on poursuit avec vous. Sur quoi est-ce que vous travaillez justement aujourd'hui ? En priorité? Alors, en priorité, c'est de proposer des variétés aux agriculteurs qui leur garantissent une stabilité de rendement et qui leur permettent de réduire les charges en engrais et en produits phytosanitaires. Donc ça, c'est la priorité, c'est très générique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de critères, d'objectifs qu'on poursuit. Et on l'a compris avec ces petites vidéos, il y a aussi les exigences du régulateur, des consommateurs, les contraintes environnementales, les exigences des industriels. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la priorité numéro 1, c'est les attentes de l'agriculteur, du semeur, parce que c'est lui qui choisit la variété et c'est lui qui est la clé de voûte du système pour que la filière soit pérenne. Et c'est aussi pour ça qu'on a, en tant qu'obtenteur et semencier, un engagement moral qui est d'être transparent sur les méthodes d'obtention des variétés. Et c'est quelque chose que permet le catalogue officiel des variétés en France. Donc, en priorité les agriculteurs et avec de la transparence. Donc l'agriculteur est prioritaire, ça c'est important de l'entendre. On reste avec vous. Comment testez-vous vos variétés aujourd'hui? On a entendu Monsieur Jamet qui, lui, part un peu plus loin, justement, dans le sud, pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes sur le terrain ou dans les labos? Alors, le métier de sélectionneur, c'est un métier qui se passe dans le champ. Ça, c'est très clair et on le dit au quotidien à tous nos sélectionneurs. Le sélectionneur qui fait des algorithmes derrière son ordinateur, c'est pas un sélectionneur, c'est un data scientist. C'est un métier qui est utile à la sélection variétale, mais c'est pas un sélectionneur. Et donc, nous, comment on sélectionne nos variétés? Déjà, on doit prendre en compte,
pour répondre à Thierry une nouvelle fois, effectivement, on doit faire de la pédagogie sur nos métiers. Développer une nouvelle variété, ça prend 7 à 10 ans. Donc ça veut dire que pendant tout ce processus de recherche, on doit tenir compte des méthodes culturelles des agriculteurs dans 5 ou 6 ans pour ne pas proposer des variétés à l'inscription qui correspondent à leurs besoins de 5 ans auparavant. Et avec le dérèglement climatique, 5 ans, c'est une échelle de temps qui est concrète dans les fermes. Et donc, il faut tenir compte de ça et il faut expérimenter les variétés, donc avec l'aide des instituts comme Arvalis, bien sûr, mais aussi nous, on doit tester nos variétés sous différentes latitudes et aussi en Espagne, au Maroc, pour tenir compte de la connaissance qu'ont les agriculteurs dans ces zones-là de stress hydrique plus important que ceux qu'on a connus. Donc c'est fait. Monsieur Jamet, vous qui vous questionnez là-dessus, les expérimentations se font effectivement plus au sud. Vous allez voir ce qui se fait au soleil sur des plus grosses chaleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand on regarde les entreprises françaises de sélection, que ce soit RAGT, Limagrin, Le Maire des Fontaines ou nous, on est des agriculteurs. On ne vient pas de la pharmacie ou de la chimie. On est des agriculteurs, on a des fermes, on est encore exploitants. Donc on est aussi bien conscient des contraintes auxquelles les agriculteurs font face, puisqu'on en fait partie. Alors, on va faire un pas de côté avec vous, Denis Jamet. Vous avez dit tout à l'heure, je suis certifié HVE3. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous me l'avez dit en préparant cette table ronde et que vous souhaitez continuer à défendre. C'est d'actualité, hein. Est-ce que vous êtes parvenu aujourd'hui à réduire vos impacts et à vous rendre plus résilient avec l'HVE? Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de voir que les agriculteurs sont soumis à un cocktail, entre guillemets, de contraintes. Des contraintes, premièrement, on ne l'a pas évoqué, mais premièrement des contraintes financières. On est des exploitations. Donc la finalité première, c'est d'avoir des exploitations qui sont rentables, donc contraintes financières. Contraintes climatiques, mais aussi contraintes au sens large, sociétales, avec une attente de la société. Et là, on parlait juste avant, effectivement, d'HVE. C'était une des solutions pour rentrer, on va dire, en phase avec la société, avec d'autres paramètres, pas purement agronomiques, mais des paramètres de biodiversité, d'optimisation des phytos, des fertilisants. Donc là, c'était un des moyens pour rentrer vraiment en adéquation, on va dire, avec la société. Mais pour avoir cette agriculture, on va dire, un peu plus en phase avec la transformation agroécologique, il nous faut un assolement diversifié. C'est le seul moyen de pouvoir rentrer dans les cases, entre guillemets. Et qui dit assolement diversifié, il faut faut faire rentrer un nombre de cultures importantes qui soient, elles aussi, en phase avec le changement climatique. Et je parlais, par exemple, de tout ce qui est légumineuses, protéagineux. Il faut qu'on puisse vraiment les garder si on veut rester dans cette démarche alors le progrès, c'est peut-être un grand mot, mais de certification. Et ça, on a besoin d'avoir des solutions sur un nombre d'espèces le plus important possible. Les marchés, de toute façon, sont multiples. Ça va du grand export jusqu'au circuit court. Chaque agriculteur doit trouver sa place pour répondre à tous ces marchés. Et pour répondre à tous ces marchés, il faut qu'on puisse avoir accès à un nombre de variétés, d'espèces et de familles le plus important possible si on veut rester aussi en phase avec la société. On veut des protéines végétales, il faut qu'on soit capable d'en produire. On veut d'une proximité avec la société, il faut qu'on ait des techniques qui soient en phase avec cette attente. Alors, on va aussi parler de la nouvelle PAC. Elle vous contraint, les agriculteurs en général, à modifier leur assolement. Qu'en pensez-vous ? Ça rejoint vraiment ce que je viens de dire. Là, moi, alors à titre personnel, je suis un petit peu moins concerné parce que les écorégimes, je passe par la voie de certification. Mais 95% de mes collègues doivent de nouveau réintroduire des protéagineux, des pois par exemple. Et si ils n'ont pas accès à une génétique qui leur permette de cultiver des pois avec des pics de chaleur, là, on introduit dans son assolement des cultures non rentables. Et donc, moi, le premier facteur que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aussi des contraintes financières, il ne faut pas qu'elles soient supérieures, entre guillemets, à la prise de risque. C'est que de la prise de risque, mais quand la prise de risque devient trop importante, eh ben, elle peut mettre à mal la résilience de l'entreprise, on va dire.
Oui, c'est ça, performant, résilient, mais aussi rémunérateur. Alors, avant de poursuivre, on va repartir sur le terrain, dans l'Aisne, près de Saint-Quentin, avec l'agriculteur qu'on connaît tous bien, notamment sur les réseaux sociaux, Bruno Cardo. Il revient, lui, sur les impacts climatiques sur sa ferme et sur les solutions qu'il aimerait bien voir se mettre en place. Vous allez entendre, il va parler notamment des NBT. On l'écoute tout de suite. Salut, Bruno Cardo, agriculteur dans l'Aisne, proche de Saint-Quentin. Le changement climatique, évidemment, nous, on est en première ligne agriculteurs. Ici, dans la vallée d'Oise, ici, il y a l'Oise qui passe derrière moi. Le 14 juillet 2021, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voilà, c'était le 14 juillet 2021. 14 juillet 2022, sécheresse, et dans les ronds d'argile, j'avais possibilité de mettre ma main dedans. Donc, ici, derrière, j'ai ma parcelle. Aujourd'hui, j'étais obligé de mettre une MAE jachère floristique, alors qu'avant, je pouvais mettre du maïs ou une autre culture. Voilà. Le changement climatique, c'est aussi des nouvelles cultures, comme ici chez nous. La vigne, hein, c'est du chardonnay, on a un porte-greffe spécifique, mais on peut aussi parler de rotation des cultures qui ont changé avec l'arrivée, par exemple, du tournesol ou du soja, mais aussi le lin ou le chanvre. Ici, j'ai semé en 2023, donc, des févroles d'hiver. C'est la première fois. Pourquoi? Parce que les cultures de printemps, c'est de plus en plus compliqué à cause de la pluviométrie. Je vous rappelle que chez moi, 430 mm de pluie sur 2022. C'est très peu, on devrait être à 600-700. Et c'est de plus en plus compliqué pour les cultures de printemps, notamment les protéagineux. Voilà. Là-dessus, je pense qu'on peut être aidé pas mal par le levier semences. Alors, avec peut-être, entre autres, les NBT. D'ailleurs, ces New Breeding Technologies, on doit vraiment les défendre au niveau européen cette année en 2023, parce que les autres continents, eux, ils ont déjà ces outils. Jean-Pierre Cohan, face aux aléas climatiques, on peut être aidé avec les NBT. Avant de poursuivre, de quoi s'agit-il précisément ? Vaste sujet. Donc NBT, c'est un acronyme anglais qui, quand on le traduit en France, veut dire tout simplement nouvelle technique de sélection. C'est un ensemble de techniques qui permet d'accélérer les processus de sélection. Je ne veux pas rentrer vraiment dans la technique, hein, mais qui permet d'accélérer un certain nombre de processus dans le cadre de la sélection d'une variété et qui pourrait ouvrir un certain nombre de voies pour obtenir plus vite des variétés plus résilientes et plus tolérantes à un certain nombre de stress, que ce soit des stress biotiques, résistance maladie, etc., et aussi un certain nombre de pistes pour les stress abiotiques. Pourquoi on en parle? Parce que ces technologies-là, dans l'état actuel de la réglementation au niveau européen, sont classées comme rentrant dans le cadre de techniques générant des organismes génétiquement modifiés, donc dans le cadre de la directive européenne qui les réglemente, avec du coup un certain nombre de conséquences, de contraintes, voire d'interdictions de mise en marché dans un certain nombre de pays, notamment la France. Donc les discussions sont en cours actuellement au niveau européen. On en parlera dans la deuxième table ronde avec Monsieur Madre. Donc pour le moment, c'est pas autorisé en France, on est bien d'accord. Exactement. Alors Monsieur Després, Marin Després, est-ce que les NBT sont l'avenir de la création variétale selon vous? Alors déjà, c'est une technologie qui est récente, donc il faut être humble et modéré sur ce qu'elle va nous apporter. Et ce dont on peut être sûr, en tout cas, c'est que ce n'est pas une baguette magique. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va prendre n'importe quelle variété élite et qu'on va la transformer en une variété résistante au changement climatique. Déjà, c'est une technologie qui va s'appliquer dans un corpus d'autres technologies, des cartes génétiques, des compétences en biologie cellulaire pour régénérer les plantes, etc. Donc c'est pas facile. Et l'autre chose qu'on observe dans les autres espèces où on met déjà en pratique ces techniques-là, au niveau de recherche, c'est que c'est utile pour des critères technologiques qui sont souvent monogéniques sur des teneurs en certains composants dans les plantes. Mais les inondations, le changement climatique, la tolérance au stress hydrique, c'est très multigénique et très multifactoriel. Et ce n'est pas en changeant 2 ou 3 paires de bases dans le génome d'une variété que tout à coup, elle va résister à tout ça. Donc, ce n'est pas une baguette magique. Et par ailleurs, effectivement, la réglementation est en train d'être définie. Et il ne faut pas non plus que ce soit le cheval de Troie de la privatisation du vivant. Alors, c'est dit compliqué comme ça, mais aujourd'hui, il y a un risque économique que ces technologies réduisent l'indépendance des agriculteurs.
Et il y a aussi un risque réglementaire qui ferait que ces technologies s'accompagnent de la mise en place de brevets qui seraient injustifiés et qui seraient en fait une menace pour les entreprises françaises, parce que l'accès à ces technologies n'est pas facile. Et aujourd'hui, ce qui protège des variétés, c'est le droit d'obtention, c'est le certificat d'obtention végétale. Et c'est beaucoup plus vertueux en termes d'innovation, de partage de la connaissance, de progrès, de libre concurrence, que les brevets qui accompagnent ces technologies régulièrement. Donc c'est un outil intéressant à un stade de recherche, et c'est le stade auquel il est aujourd'hui. Mais il faut rester mesuré et surtout prier pour que l'Office européen des brevets, qui joue un rôle parfois néfaste, n'en fasse pas une menace pour toutes les entreprises françaises. Oui, et que ce soit pareil dans le monde entier, puisque d'autres pays, eux, les ont autorisés. Alors ils en autorisent la recherche, mais finalement aujourd'hui, au stade commercial, à la culture dans les champs, il y a assez peu de mise en pratique concrète à l'échelle agriculteur. Et l'activité foisonnante qu'on trouve autour d'NBT, c'est plutôt des dépôts de brevets qui sont une menace pour les semenciers de taille intermédiaire, moyenne et petite, et les agriculteurs, qu'autre chose. Alors Denis Jamet, vous qui êtes un agriculteur avisé, vous connaissez déjà les NBT. Est-ce que vous êtes favorable à ces nouvelles technologies d'édition génomique ? Alors, un petit peu pour résumer notre session, les agriculteurs doivent utiliser tous les leviers possibles. On a vu les leviers agronomiques avec la rotation, décaler les dates, les leviers techniques et les leviers aussi génétiques. Il faut vraiment qu'on saisisse tous les leviers. De toute façon, l'agriculture, c'est fondé depuis qu'elle existe sur la sélection, la génétique. Donc, c'est vraiment une des clés de progrès en agriculture. Donc, il ne faut vraiment pas sombrer dans l'obscurantisme. Et là, on a une société qui nous pousse un peu à sombrer dans l'obscurantisme. Et moi, la base du progrès agricole, c'est lié à la sélection et à la génétique. Et les NBT sont, pour moi, la synthèse de la sélection et de la génétique. Donc, il faut vraiment qu'on puisse utiliser cet outil avec grande intelligence pour que l'opinion publique ne fasse pas d'amalgame. Le risque, il est lié à un amalgame sur un sujet qui est un peu crispant, que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde a compris. Il ne faut surtout pas qu'il y ait cet amalgame qui soit fait et le présenter vraiment comme un outil vertueux de sélection. Et là, je crois qu'on a un vrai intérêt. Et vous l'avez cité, moi, l'intérêt premier, c'est la vitesse et la rapidité. On ne peut pas se permettre, nous, agriculteurs, d'attendre 10 ans sur tous les sujets. Parce que dans 10 ans, je ne serai peut-être pas là, parce que les évolutions auront été telles que mon exploitation ne sera pas résiliente. Donc, je vois, moi, dans les NBT, un critère de rapidité de sélection. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais vu de ma fenêtre, c'est cet intérêt là, c'est-à-dire de la sélection, qui est la base de l'agriculture, à une vitesse un peu accélérée. Mais j'aimerais avoir un peu une précision technique sur ma vision. Marin-Després, vous voulez réagir ? C'est des technologies qu'on maîtrise sur d'autres espèces, en tout cas nous, et on n'est évidemment pas obscurantiste puisqu'on est passionné par ces technologies. Mais mon message, c'est qu'il faut rester mesuré sur les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces technologies et aussi être conscient des risques qui viennent avec si la réglementation n'est pas appropriée. Alors Denis Jamet, moi, la dernière question, elle est pour vous. Alors vous avez dit, je ne sais pas si je serai là dans 10 ans, on espère tous, mais vous avez une 50aine d'années. Je pense à tous ceux qui s'installent. On voit que le métier, quand on vous écoute, il change beaucoup avec ces aléas climatiques. Quel conseil vous donneriez en priorité justement à un jeune qui s'installe face à ces choix de variétés ? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, être très curieux, voir ce qui se fait, voilà, être pragmatique, ne pas s'obstiner sur des méthodes un petit peu historiques. Je vois, nous, du colza, si on n'était pas passé 5 fois dans la parcelle pour essayer de faire de la terre fine, et puis finalement on a séché, on n'y arrivait pas. Ça, c'est un exemple. Donc, pas s'obstiner, être ouvert. Après, accepter des fois d'être frustré. Moi, j'avais une passion un peu sur, par exemple, la culture des lentilles. Et ben, hélas, alors que c'était emblématique de la lentille verte du Berry, et là, j'ai été pragmatique. Je l'ai quasi enlevé de mon assolement.
Donc il y a un côté pragmatique, et puis donc curieux, pragmatique, accepter d'être un peu frustré, et puis bien aller dans le choix de ces variétés en fonction de tous les critères. Le critère rendement, qui était le premier, parce qu'on a dit qu'on est d'abord des entreprises économiques, le critère rendement n'est pas forcément à mettre tout le temps en premier. Il faut regarder un petit peu la résilience face aux bioagresseurs, face au stress hydrique. Voilà quelques idées qui me viennent. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce premier temps d'échange. On va passer tout de suite aux questions, à la fois à distance et dans la salle. Un micro va circuler auprès de vous. Alors en attendant, moi j'en ai une première question parce qu'on n'a pas répondu, elle est pour vous Monsieur Cohan, on n'a pas répondu à Nadège Petit. Existe-t-il aujourd'hui des variétés résilientes pour faire face aux bioagresseurs? Préparez vos questions. Oui, alors, on a la chance en France, grâce à l'effort commun des organismes sélectionneurs, du système d'inscription au catalogue officiel et de toute la chaîne de développement derrière, d'avoir un progrès génétique autour de la tolérance, la résistance aux bioagresseurs qui est vraiment réel et palpable. Le paysage, si je prends un exemple sur le blé tendre par exemple, le paysage français de tolérance aux maladies du feuillage a totalement changé en 15 ans. On est passé d'une majorité du territoire avec des variétés moyennement sensibles à sensibles, à une majorité du territoire, à des variétés moyennement résistantes à résistantes. Donc ça, c'est exceptionnel. Il faut le souligner. Le progrès génétique, ce n'est pas uniquement une progression du rendement, c'est aussi une progression de beaucoup de choses, et notamment la tolérance aux bioagresseurs. Ensuite, la tolérance aux bioagresseurs, c'est un sujet complexe, parce qu'à la différence d'une tolérance à un stress abiotique, stress hydrique, stress thermique, c'est que l'agresseur évolue aussi. Et donc, les populations de bioagresseurs, que ce soit des maladies ou des ravageurs, s'adaptent aux résistances génétiques que l'on met en face d'elles. Donc, c'est ce qu'on appelle le contournement. Ce qui fait que, en fait, le métier de sélectionneur, c'est une course en avant, une course de vitesse par rapport aux populations de bioagresseurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui complexifie encore plus le travail de tout le monde, c'est que le changement climatique impacte aussi les cycles de bioagresseurs. Et ces impacts-là, quelques impacts assez généraux, on les voit venir. Monsieur Jamais évoqué les pucerons à l'automne. C'est vrai qu'une succession de périodes de doucereuses pendant 3 mois et sur le long terme implique un impact favorable sur les cycles de pucerons, par exemple. Mais le plus compliqué, c'est qu'au-delà de grands impacts généraux comme cela, il y a une instabilité des populations bioagresseurs telle que il est quand même très difficile de savoir quel va être le cortège de bioagresseurs exact auquel les agriculteurs vont devoir se confronter dans 10 ans. Ce que l'on sait, c'est que ça va changer et que ça va se complexifier. Ça crée des situations toujours tendues, il faut toujours être en surveillance, on va dire, c'est ça? Prenez votre micro, s'il vous plaît. Oui, les recettes générales, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut être toujours à l'affût, toujours sur le terrain, parce que ce qu'on maîtrisait avant est remis en question assez souvent. Y a-t-il des questions dans la salle? Bonjour, Thomas Bourgeois, agriculteur dans l'Oise. C'était pour rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Cohan. On voit arriver avec le réchauffement climatique des nouveaux bioagresseurs, alors aussi bien champignons qu'insectes. Et est-ce que dans vos programmes de sélection, vous avez des vues justement ou quelque chose dans les tiroirs pour contrecarrer notamment des rouilles noires qui pourraient se développer en Moyen-Orient et d'autres bioagresseurs et autres virus, bien sûr? Alors, Arvalis, en soi, n'a pas de programme de sélection. Donc, je vais apporter un petit bout de réponse et puis je laisserai M. Després compléter parce que c'est aussi largement dans son domaine. La communauté de recherche appliquée en France, impliquant la recherche privée semencière, la recherche professionnelle des instituts et puis la recherche académique, a bien pris conscience qu'il fallait avoir un coup d'avance sur les bioagresseurs pour pouvoir mettre en face d'eux des stratégies de résistance génétique adéquates. Et ce que vous évoquez est très vrai, c'est-à-dire que une des composantes de ce coup d'avance, c'est de voir venir les épidémies des bioagresseurs qui se développeraient et qui reviendraient en France, parce que la rouille noire a existé en France. Sur cet exemple très précis, en effet, il y a des programmes de recherche entiers
qui ont remis la rouille noire sur le dessus de la pile des préoccupations, avec tout le cortège de solutions, à savoir une meilleure connaissance du bioagresseur, une meilleure détection, une surveillance des populations sur le territoire et du travail sur la résistance génétique. Et c'est là que je passe la parole à M. Després s'il veut compléter. Alors effectivement, la rouille noire, c'est un sujet nouveau, c'est un peu comme le Covid, en fait, ça arrive et on peut être un peu désarmé, parce que même si on est déjà sur le territoire français, on va dire dans la moitié nord de la France, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est nouveau, et on le constatait beaucoup au Maroc dans les années 80-90, et ce qui veut dire qu'on est capable de décrire une variabilité génétique par rapport à ce bioagresseur, si tant est que ce soit le même qu'on trouve. Donc il faut aussi améliorer la connaissance du bioagresseur en tant que tel, et ensuite réussir à amener ce niveau de tolérance observé en Afrique du Nord dans des variétés adaptées au territoire français et aux attentes des consommateurs français, ce qui est un travail de recherche actif, mais au long cours tout de même. Donc sur la rouille noire en particulier, il n'y a à nouveau pas de solution miracle d'ici l'an prochain. Si ce n'est une réflexion en cours, quoi. Y a-t-il une autre question? Alors merci beaucoup. On va passer à la deuxième table ronde. Merci beaucoup, merci messieurs pour ce temps d'échange.